Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Chers amis, bonjour. Alors j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous allez partir sur votre petit footing habituel ou votre trajet en voiture, ou encore que vous êtes en train de peut-être vous endormir avec le doux son de ma voix. Alors aujourd'hui on va parler de la Réunion et de ce voyage magnifique, sublime, inoubliable. Encore une fois, c'était la deuxième fois que je posais mes pieds sur l'île de la Réunion. Et cette année, contrairement à l'année dernière, eh bien, avant d'y aller, il y a quand même eu une démarche intellectuelle, une petite réflexion qui s'est portée à moi sur l'impact carbone que j'avais en me déplaçant sur l'île de la Réunion. Alors on peut toujours se cacher derrière, c'est mon métier, j'y vais pour favoriser ma connaissance du trail, pour pouvoir communiquer, parce que c'est mon boulot d'être sur des événements comme ça. Maintenant, il y a aussi les Templiers qui se déroulent en même temps. La vérité, c'est que en allant là-bas, on a un impact sur notre planète. Alors, c'est la seule fois où je prends l'avion dans l'année, normalement, pour l'instant. Voilà, donc les extrêmes diront que non, il faut pas y aller. Les plus mesurés diront allez, pour une fois. Et puis ceux qui en ont rien à cirer diront qu'est-ce qu'on s'en fout, on a peu de temps à vivre sur cette terre. Voilà, chacun est libre d'avoir la réflexion qu'il a envie d'avoir. Toujours est-il que moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir une réflexion plutôt mesurée, et je pense que chacun fait un effort là où il a envie ou là où il peut le faire. Par exemple, je ne me déplace jamais en voiture quand je suis à Quimper, ou alors très peu. Enfin voilà, on fait chacun des efforts, et c'est là où je pense que chacun fait son petit effort, son petit truc, et voilà. Donc j'ai fait le choix, d'aller sur l'île de la Réunion une nouvelle fois, et je pense que si c'était à refaire, je le referais. Voilà, donc aucun scrupule par rapport à ça. J'arrive toujours à me regarder dans la glace, mais en même temps, on m'a pas fait trop de réflexion. Tu vois, je pensais que j'allais avoir quelques petites remarques sur les réseaux. Impact carbone, tout ça. Non, en fait, non. Donc voilà, sujet de l'impact clos. Maintenant, moi, je vais vous dire pourquoi est-ce que je suis retourné sur l'île de la Réunion. Eh bien, l'année dernière, quand je suis reparti de l'île, c'est la première fois que je quittais un voyage en pleurant. J'ai pleuré quand je suis parti de cette île. Alors, je pleurais pas parce que j'avais pas envie de rentrer chez moi, c'est pas ça. C'est juste quand j'ai fait le point sur toutes les rencontres que j'ai pu faire, sur toutes les expériences que j'avais pu vivre, les gens rencontrés, les paysages vus, bref, j'ai eu un trop plein d'émotions et pof, les larmes me sont venues aux yeux. Et vous allez le voir tout à l'heure, je vais vous raconter aussi que c'est arrivé une nouvelle fois, mais pour une raison différente. Alors, les Réunionnais sont vraiment des gens hyper accueillants, hyper avenants, hyper bienveillants. Il y a une mixité culturelle qui est phénoménale sur l'île. Il y a une bienveillance, il y a une espèce d'énergie en plus tournée vers le sport et l'activité outdoor qui est hyper motivante. T'as envie de te bouger, je sais pas combien de vélos, de cyclistes j'ai pu croiser sur les routes, mais c'est hallucinant. En fait, il y en a tout le temps, partout, tout le temps, qui sont en train de rouler dans les sentiers. Quand tu déboules en descente, les gens sont même pas surpris, tu vois. Moi je cours à Quimper et que je suis en descente un peu vite, les gens s'arrêtent, font waouh, purée, t'as vu comme il court vite. Là-bas, non, c'est classique, c'est normal. Et c'est ça en fait qui devrait être normal. C'est pas le fait d'être halluciné de voir quelqu'un courir sur les sentiers.
C'est justement ça qui est normal, de voir quelqu'un courir sur un sentier, c'est normal de pouvoir être à l'aise sur les sentiers. On doit tous pouvoir le faire. Alors forcément, plus les kilomètres avancent, c'est plus c'est dur, mais on devrait tous être capables de dévaler des pistes comme ça en courant, comme à pleine balle, et s'éclater dans les sentiers. Alors, l'année dernière, j'ai eu une petite frustration, c'est que j'ai bien profité de l'île, j'ai bien profité du Grand Raid, mais j'ai pas couru en fait, ou alors des petits footings de 10-15 km, mais c'est tout en fait, j'ai pas vraiment fait une grosse aventure dans ma fat, enfin voilà, j'ai couru un petit peu après les coureurs pendant le Grand Raid, j'ai fait quelques allers-retours sur un sentier pour remonter les sentiers, filmer, interviewer, mais j'ai pas couru réellement, j'ai pas fait d'aventure perso sur l'île. Cette année, c'est quelque chose que je voulais faire. Et donc, je suis arrivé le samedi matin. Le dimanche, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ce lundi ? Alors là, tu commences à regarder tous les sentiers. J'ai de la chance d'être logé chez une réunionnaise qui fait du trail et qui connaît ça très bien. Elle me dit, bah écoute, si tu veux, tu peux aller te faire le Piton des Neiges, le lever de soleil là-bas, il est magnifique. Bon, bah écoute, on va voir. Faut aller jusqu'à Sillaos. Sillaos, c'est une route où il y a plus de 350 virages. Je crois qu'on l'appelle la route des 400 virages d'ailleurs même. Et donc tu pars de là, tu pars très très tôt, voire même 1h du mat, et tu fais l'ascension, c'est le sommet de l'île, et puis tu es là-haut pour le lever de soleil, et c'est juste magnifique. Sauf que moi j'avais pas de voiture, donc je me déplaçais uniquement en bus, où je me faisais déplacer, enfin voilà, ou alors en stop, enfin, voilà. C'était assez compliqué pour moi les déplacements, et parce que les locations de voitures ça coûte quand même assez cher, et sur la totalité de la semaine, j'en avais pas tout le temps besoin, enfin voilà, je pouvais m'arranger autrement. Donc par souci d'économie, j'ai pas pris de voiture. Donc il fallait trouver une autre solution, parce qu'il n'y a forcément pas de bus qui va t'amener à 1h du mat à Sillaos. Alors là j'ai commencé à regarder les hébergements, j'ai pas trouvé d'Airbnb, enfin bref, c'était assez compliqué. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire finalement le tour du Piton des Neiges, et j'ai trouvé un sentier qui s'appelle le GRR1 qui fait justement ce fameux tour, et c'est d'ailleurs un trail qui existe, alors j'ai plus le nom en tête, mais c'est un circuit de trail, et qui donc part à l'origine de Helbourg, sauf que ça fait une boucle qui passe par Sillaos, et moi je me suis dit je vais aller jusqu'à Sillaos, c'est plus facile par rapport à là où je suis, donc allons-y. Je pars de Sillaos, je devais partir avec le premier bus, et ça me faisait arriver assez tôt le matin vers 6h, et de pouvoir commencer l'ascension, sauf que il m'arrive toujours des trucs. Là où j'étais hébergé, il y avait un grand de 15 ans qui a fait une soirée avec ses potes, poker, soirée foot, et en fait ils ont terminé à 3h30, 4h du mat, et forcément on a tous été jeunes, moi j'allais pas faire le vieux relou, ouais vous pouvez faire moins de bruit, parce que demain je me lève, blablabla. Non, je les ai laissés s'amuser, j'ai mis des boules caisses, mais forcément je me suis endormi très tard, et je me voyais pas faire 60 bornes en ayant dormi qu'une petite heure. Donc j'ai décidé de ne pas mettre de réveil et de partir plus tard. Ce qui fait que forcément j'allais terminer plus tard. Mais c'était pas grave, ça faisait partie du jeu, ça faisait partie de l'aventure. J'avais une seule règle, prendre uniquement les transports en commun, pas le droit au taxi et pas le droit d'appeler un ami pour rentrer, sauf en cas de blessure. Alors, c'est parti pour l'aventure, je prends le premier bus, c'est assez long le transport, ça prend presque 2h30 en transport pour y aller, je finis par y arriver, et là c'est parti, un petit sandwich au départ à Sillaos, et on est parti. Alors il faut savoir que j'ai quelques barres avec moi, quelques sticks de miel, j'ai pas grand chose en fait à manger, j'ai 1,5 litre d'eau, ce qui devrait être suffisant, on croise des îlets, normalement dans les îlets t'as de l'eau. Mais je sais pas exactement où sont les points d'eau, donc à chaque fois que j'en croise un, c'est simple, je fais le plein. Voilà, parce que je sais pas pour combien de temps je vais en avoir, et j'ai bien fait. Alors le circuit commence, je pars de Sillaos, tu pars vers le Piton des Neiges, quand tu le regardes, je pars vers la gauche. Et là, les premiers sentiers sont assez praticables, avec une alternance de montée-descente, avec un sentier qui est pas hyper technique, ça va. Je m'attendais à pire, donc
le début se passe très bien en fait. Dès que, enfin, je rejoins Marla avec une belle montée. Donc là, c'est la première ascension. Donc tu es quand même tu pars de 1000 d'altitude et t'arrives à 2000. Donc tu tapes presque un kilomètre vertical. Donc ça fait une belle ascension. Et par contre, j'ai pas de chance en fait quand j'arrive, ce sont les coups de 1700 d'altitude. Là, j'ai la tête dans les nuages. Et c'est là que commence la pluie qui va presque pas me quitter. Alors soit une pluie, soit une fraîcheur, soit une petite bruine, mais en fait ça va pas vraiment me quitter durant presque toute l'aventure jusqu'à la nuit. Donc ça c'est le coup qui est un peu dur parce que finalement ce Piton des Neiges j'ai fait tout le tour mais je l'ai jamais vu. Voilà, donc je pars sur le sentier, dès que j'arrive en altitude, il y a des nuages, donc je le vois pas, et après, une fois que j'ai pu le voir, il faisait nuit, et de nuit tu le vois pas, donc voilà, c'était un peu compliqué. Alors quand jusqu'à la moitié, kilomètre 29, en fait, j'arrive plutôt à m'hydrater assez facilement, à trouver des points pour faire le plein, etc. Et puis en fait, arrivé à Helbourg, je suis à sec complet. Je suis dans une longue descente là, qui fait en tout, elle fait, alors je suis 22, 37, ouais, elle fait presque 15 km la descente avec quelques petits raidillons, mais globalement, ouais, elle fait plus de 15 km et c'est intense quand t'es pas habitué comme moi à faire ces longues descentes. Eh bien, je suis à sec complet. Alors quand c'est comme ça, c'est simple. Tu vas toquer chez les gens, et je te l'ai dit tout à l'heure, les Réunionnais sont des gens bienveillants, accueillants. Et la première maison chez qui j'ai demandé « Bonjour, est-ce que je pourrais remplir mes flasques chez vous, s'il vous plaît ?» la petite dame, elle m'a dit « Oui, avec plaisir, donnez-les-moi. » Elle l'a même fait à ma place. Très sympa, merci ma petite dame, sans vous, ça aurait été un petit peu la galère. Ensuite, j'ai continué l'aventure, et donc avant d'arriver à Helbourg, j'avais plus rien à manger. Donc kilomètre 37, plus rien à manger, et donc là, qu'est-ce que je fais ? Je regarde autour de moi. Qu'est-ce que je trouve ? Un oranger. Voilà, et donc j'ai cueilli 3 oranges qui m'ont servi de repas. Et donc ça m'a tenu le ventre jusqu'à arriver à Helbourg, un petit peu plus loin, au kilomètre 40. Donc voilà, les 4 km qui suivaient, avec 3 oranges dans le ventre, je les ai tenus largement, et arrivé à Helbourg. Helbourg, c'est un village où il y a quand même, je ne saurais pas dire combien d'habitants il y a, mais finalement il y en a quand même pas mal, et donc suffisamment pour avoir une supérette dans ce village. Et là, là, je fais le plein. Voilà, c'est comme si c'était un ravito. Donc, je prends des graines, je prends des compotes. J'ai pris de l'eau pétillante. J'ai refait le plein des flasques une nouvelle fois. Parce que là, après, c'était la grosse difficulté de cette aventure. Donc, tu pars. Kilomètre 41, t'es à 1000 d'altitude. T'arrives kilomètre 53. Tiens-toi bien, t'es à 2005. Voilà. Je répète, tu pars 1000 d'altitude, 12 km plus loin, t'es à 1005. Donc, tu te tapes un bon 1005, 1008, presque 1008 je crois en tout, en totalité, parce que si tu pars d'un peu plus bas, et je crois que au plus bas, t'es à km 36, on est à 740 d'altitude, et t'arrives, à 2005. Donc, tu te tapes un 1008 d'ascension, qui pique sévère, avec un chemin qui est complètement chaotique, où t'as tout. J'ai eu de la pluie, j'ai eu de la boue, j'ai eu des rondins, j'ai eu des cailloux complètement irréguliers, certains bougent, d'autres pas, des petites passerelles, de l'air mouillé, des raidillons, des pentes un petit peu plus douces. Bref, il y avait de tout. J'ai commencé de jour, j'ai fini de nuit. C'était un enfer cette montée. Non, j'ai fait tout de nuit en fait. Donc c'était très long. J'ai mis un temps fou, je sais même plus combien de temps j'ai mis, mais ça a été c'était dur. Mais malgré tout, j'ai quand même continué à avancer. J'ai fait une toute petite pause dans la montée à un moment, et puis, mais en fait, ça l'a fait. Et puis après, redescente rapide sur Sillaos. De là, j'arrive de nuit, donc il est 1h du mat.
À l'origine, j'avais dit bah si je peux pas rester, enfin si je peux pas trouver quelqu'un pour descendre, bah je descendrai à pied. Sauf que bon, après 60 km, t'es cuit, enfin voilà, t'as pas forcément envie de continuer à marcher, etc. Donc je me suis dit bah je vais me poser, je vais essayer de trouver un endroit où je serai au sec et au chaud. Sauf que au chaud, à 1h du mat, t'es à 1002 d'altitude. Il fait pas si chaud que ça, hein. Donc je me pose dans une tribune du stade de foot de Sillaos. Sauf que j'ai vite froid en fait. J'arrive à dormir une petite demi-heure, mais je me fais réveiller par le froid et je comprends vite que je vais pas pouvoir rester là comme ça sans bouger, à dormir. Je commence à avoir froid aux mains surtout. Enfin, ça devient compliqué. Donc, bah quand c'est comme ça, tu te lèves et tu marches. Et donc là, je marche pour pouvoir me réchauffer. Et puis je me dis, bah quitte à marcher. Et ben descends la route. Donc il y a qu'une seule route pour aller à Sillaos. Donc descends la route et puis je marche sur la route et je fais du stop. Donc j'aime autant te dire que dans ce petit village, il n'y a pas grand monde qui descend à 1h du mat. Donc j'ai croisé une dizaine de voitures avant qu'il y en ait un qui finisse par me prendre 2h30 plus tard et j'ai fait 10 km en marchant tranquillement sur cette route et voilà. Alors ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'aventure. Certains diront c'est inconscient, mais en fait, je me dis, comparé à des gens comme Mike Horn ou d'autres qui partent sur des expéditions à travers le monde, en fait, cette histoire, elle est banale, ouais, c'est un peu osé de partir comme ça, mais y a rien d'extraordinaire et d'infaisable. Tout ça, à l'origine, en plus, je partais pas du tout pour faire ces 60 km. Donc, moi, je suis très content de l'avoir fait, ces 60 km en autonomie, et ça m'a montré, en fait, une grande partie des sentiers qui sont empruntés par le Grand Raid de la Réunion, et puis ça m'a encore montré une nouvelle fois comme ce tracé se respecte. Alors justement, parlons du Grand Raid de la Réunion, donc 30e édition, donc au départ, toujours cette même énergie, cette même ambiance, où on essaye de faire des petits pronostics, de savoir qui va le remporter, alors surtout que c'était la 30e, le plateau d'élite qui est hyper relevé. On avait quand même les forfaits de Daen, Girondel, du Palaz, qui déjà laissait place à peut-être d'autres coureurs de s'exprimer. Et moi, j'avais tout de suite mis une pièce sur Beñat Marmisol qui avait fini 3e l'année dernière, que j'ai reçu sur le podcast, épisode 144, un épisode fabuleux que si tu n'as pas écouté, je t'invite à le faire parce que c'était un épisode qui était juste dingue. Et depuis, c'est devenu un ami et forcément, j'avais envie en fait qu'il remporte ce grand raid. Et c'est là où, alors je vais te passer tous les détails je suis monté donc au premier ravito Notre-Dame de la Paix. Je commence à suivre les athlètes élites. Ils sont à 18 km/h dans la descente. Non mais 18 km/h sur une descente. Alors c'est de la route, c'est assez roulant et tout. Mais 18 km/h, imagine-toi. Moi j'avais déjà du mal à les suivre presque. Et c'est juste dingue de se dire d'avoir des vitesses comme ça, sachant qu'il te reste encore plus de 150 km à parcourir. Il s'arrête pas au ravito, ça fonce, ça fuse dans tous les sens, c'est impressionnant. Et ça, je trouve ça inspirant. Alors certains vont dire ouais, c'est des extraterrestres, c'est surhumain, c'est complètement fou, etc. Moi, je trouve ça inspirant. Je trouve ça inspirant parce que si eux, ils y arrivent à le faire, attention, c'est des besogneux, c'est des acharnés de travail. Ils sont tous les jours sur les sentiers. Alors vous allez me dire ouais, leur corps peut suivre, d'accord, mais ça fait pas depuis hier qu'ils y sont, ça fait depuis des années qu'ils s'entraînent, qu'ils se blessent, qu'ils se relèvent, qu'ils ont des défaites, qui continuent de s'entraîner tous les jours en essayant d'améliorer des petits points chaque fois. Je trouve ça vraiment ultra inspirant. Et même si on n'arrive pas à leur niveau, je trouve que les athlètes élites font de nous des gens meilleurs. Il y a cette fascination aussi pour les derniers qui activent eux des leviers mentaux qui sont fabuleux, qui sont extraordinaires. Ils ont une résistance à la douleur et une abnégation qui est phénoménale, qui est juste aussi ultra inspirante.
N'empêche que personnellement, je suis plus attiré par les athlètes élites qui nous montrent qu'on peut faire des distances folles en un temps record, qu'on peut toujours battre des records, et je suis persuadé que la notion de plaisir, elle est bien plus importante quand on arrive à faire la diagonale des fous en 23 heures et des bananes, que en 66 heures où on passe 3 nuits dehors, qu'on souffre énormément, parce que quand on finit plié en deux, comme l'a fini le dernier encore une fois, faut pas se mentir, tu passes beaucoup de temps dans la douleur, dans la souffrance, il y a peu de temps d'appréciation du paysage, c'est ultra respectable, c'est des gens qui ont une volonté de dingue, enfin voilà, combien d'autres ont mis le clignotant, et de par ça, on leur doit le respect, c'est quelque chose qui est non discutable. Maintenant, personnellement, je trouve ça beaucoup plus inspirant, quelqu'un qui arrive à parcourir les sentiers en aisance, parce que je suis persuadé que sa santé est bien mieux conservée. D'ailleurs, il n'y a qu'à le voir. Enfin, les premiers, tu le vois le lendemain, le surlendemain, ils marchent normalement, ils sont là. T'as pas l'impression qu'ils ont fait tous ces kilomètres et parcouru ce temps sur les sentiers, alors que les derniers, ils mettent souvent plusieurs mois à s'en remettre, quoi. Donc, en termes d'inspiration, moi, je vous invite à vous inspirer des premiers et à se dire, un jour, je tendrai vers ce niveau, sans forcément être à leur niveau, mais au moins s'en rapprocher. Et plus tu t'en rapproches, plus tu prendras de plaisir sur les sentiers. Du moins, ça, c'est ma conviction, et c'est ce vers quoi je t'amène à tendre. Voilà, si tu le souhaites, évidemment. Alors justement, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir courir avec Beñat et Jean-Philippe. Alors, ça aussi, c'était pas prévu du tout, et là encore, on voit un petit peu mon caractère de ça va bien se passer, on trouvera une solution, c'est l'aventure, il y a toujours une solution, voilà. Je suis parti de Dodane. Dodane, c'est un coin qui est magnifique, avec des bambous, j'avais jamais vu des bambous de cette taille, de cette épaisseur, c'est juste fabuleux. Et donc je suis parti de là, et donc j'ai remonté le sentier, et je me suis dit, bah je vais bien tomber sur les coureurs du devant, donc Beñat et Jean-Phi. Et puis bah je vais refaire le chemin dans l'autre sens, je vais pouvoir filmer un petit peu en live, et puis bah une fois que j'arrive à Dodane, je reprends ma voiture et je vais à un autre endroit. Sauf que en fait j'étais tellement bien avec eux, à courir sur les sentiers, à les filmer en live, je voyais tout le monde qui me remerciait de filmer cette séquence en live parce que personne ne le faisait. Il y avait personne à filmer. C'est bizarre quand même enfin voilà, sur des endroits où ça capte bien en 4G, c'est bizarre de pas avoir quelqu'un qui peut suivre avec une GoPro connectée sur cette portion de sentier. Voilà, j'ai trouvé ça étonnant, donc moi je l'ai fait. et puis au final, j'ai vraiment ultra bien fait. Enfin, j'ai pu vivre des conversations des athlètes élites, de savoir quelle stratégie de course ils emploient, savoir où est-ce que c'est derrière, est-ce qu'ils peuvent ralentir, accélérer. Savoir ce qu'ils font, est-ce qu'ils terminent ensemble, s'ils terminent ensemble, jusqu'où ils vont ensemble, pourquoi est-ce qu'ils sont là, tous les deux, voilà, enfin, Beñat nous a partagé cette petite fille de 13 ans dans son entourage qui est décédée la veille du départ de la course, et c'est ça qui le poussait à vouloir donner le meilleur de lui-même. Voilà, c'est des conversations qu'il a eues en toute transparence avec Jean-Philippe, avec moi, et pouvoir accompagner ces coureurs, pouvoir les partager ces moments-là avec eux, c'était juste exceptionnel pour moi. Exceptionnel, c'est des coureurs qui sont fabuleux, et puis en plus, j'arrivais bien à les suivre. Enfin voilà, bon après ils avaient presque 150 km dans les pads, donc forcément c'est un peu plus accessible de pouvoir les suivre dans ces conditions-là, mais de filmer en même temps en live sur des sentiers qui sont ultra techniques, c'était une expérience dingue, folle, inoubliable. Voilà, et puis alors je connaissais pas du tout Jean-Philippe Choumi, et je connaissais un petit peu Beñat. Du coup, j'ai décidé de m'arrêter au bout de 14 km parce que ça faisait un petit peu pacer, et c'est interdit par le règlement. Alors, je filmais pas plus un que l'autre, je prenais pas plus en photo l'un que l'autre, mais
forcément, quand tu connais un petit peu l'un, pas du tout l'autre, bon, bah, ça fait, on peut se poser des questions, ce qui est tout à fait légitime, et j'ai décidé de m'arrêter là, même si, au final, j'aurais bien voulu les accompagner jusqu'au bout. Alors, il y a eu un truc qui m'a gonflé, gavé, saoulé pendant cette expérience avec eux, c'est cet hélicoptère qui était dans nos oreilles là pendant plus d'1 heure. C'était désagréable à souhait. Alors c'est cool hein, d'avoir les images d'hélico, c'est cool de voir des trucs qui font des suivis live pour pouvoir suivre la course, voilà. Mais moi j'ai trouvé ça tellement chiant quoi. Et eux, faut se dire, ils l'avaient dans les oreilles depuis 8 heures le matin. Et moi on était en fin d'après-midi là. Enfin c'est désagréable. T'imagines passer toute ta journée sur des sentiers où t'en chies déjà, avec cet hélicoptère dans les oreilles. Il y avait des moments où l'hélicoptère était tellement près qu'il faisait remuer les branches et ça nous tapait sur le dessus de la tête. Enfin, faut s'imaginer un peu comme ils volent tout près, quoi, pour avoir les images les plus propres possibles. Enfin, c'est juste dingue, quoi. Sans parler d'écologie, en fait. Enfin, c'est juste... c'est pénible pour les coureurs, surtout avec les moyens technologiques qu'on a maintenant de GoPro connectés, de drones connectés, de tout ce qui est connecté et qui peut retransmettre des images qui sont fabuleuses. Et ça coûterait beaucoup moins cher en plus que de faire venir un hélico pendant toute une journée. Voilà, donc ça c'était ma petite, mon petit, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai essayé de faire un peu de lobbying là pour que ça s'arrête ces trucs là, mais bon, bah voilà, encore une petite, si vous aussi vous êtes sentez sensibilisé par le sujet, bah je sais pas ce qu'on peut faire, mais moi je sais pas. Bref, j'espère qu'un jour ça s'arrêtera et qu'ils comprendront qu'un drone c'est quand même tout aussi efficace. Voilà, donc je m'arrête à la possession, et à la possession, là je m'effondre en larmes, en live. Trop plein d'émotions, trop plein de... Enfin, quand on est passionné par ce sport, se dire qu'on peut courir avec 2 athlètes élites sur 14 km sur la diagonale des fous, c'est juste incroyable. Voilà, donc j'ai titré ça en le plus beau footing de ma vie. Et c'est vraiment ça, c'était vraiment le plus beau footing de ma vie, sans exagérer, voilà. À la suite de ça, j'arrive à trouver une voiture qui m'amène au bas d'Odane. Je trouve une voiture qui me monte en stop en haut d'Odane. Je redescends, j'arrive au stade de la Redoute juste à temps pour vivre l'arrivée de Beignat Marmisol. Timing nickel. Voilà. Donc j'ai eu un petit peu de chance sur ce coup-là, parce que encore une fois, j'ai trouvé un Réunionnais qui n'allait pas du tout à Dodane, mais qui m'a monté très gentiment, et puis qui a dû refaire demi-tour après. Enfin voilà, il m'a monté alors qu'il était pas obligé. Enfin voilà, et quand je vous dis que les Réunionnais sont serviables et bienveillants et ultra gentils, ben encore une preuve. Voilà. Donc cette diagonale a été encore juste dingue à suivre. Alors oui, Beignat et Jean-Phi sont partis loin devant, on savait pas s'ils allaient terminer ensemble. Beignat voulait pas terminer à 2 parce que c'était lui le plus vieux et il n'aurait pas senti sa victoire légitime si s'était pas donné tous les deux à fond jusqu'au bout, et au final il lui a mis une pilule dans la descente à partir du Colorado. Et elle est juste dingue sa descente, donc voilà, c'est une victoire méritée, et derrière Courtenay a fait le spectacle avec une possibilité d'être peut-être dans un top 3, et enfin c'était ça aussi, c'était dingue de ce suivi. Elle a fait le spectacle, elle est juste dingue, elle est juste impressionnante, elle est waouh quoi, enfin tu me diras, ils sont tous impressionnants, ils sont tous fabuleux, hommes, femmes, enfants. Bah non, il n'y a pas d'enfants. Donc quelques jours plus tard, je suis parti faire cette suite, la possession jusqu'à la Redoute, et en fait par le fameux passage, le chemin des Anglais. Donc une fois que tu es à la possession, tu penses que tu as fini 13-20 bornes, mais en fait pas du tout, hein. Il y a encore 1000 mètres d'ascension, chemin des Anglais, un truc qui, quand les pierres sont mouillées, ça glisse, quand il fait chaud, ça se reflète sur toi, et tu prends une grosse chaleur dans la tronche. Donc cette réunion, elle est très 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 difficile, elle se prépare. Moi, ce que j'ai un conseil à vous donner, c'est que si vous avez la possibilité d'aller faire d'abord la Mascareignes ou le Bourbon pour vous préparer à faire la diagonale, eh bien allez-y.
L'autre chose que je vous recommanderais, c'est d'arriver plus d'une semaine en avance. Pourquoi? Parce que en fait, sur La Réunion, il y a une chaleur qui est bien présente quand vous êtes au niveau 0. Par contre, en haut, il fait froid. Et vous avez un taux d'humidité qui est parfois important. L'humidité, ça pose des sérieuses difficultés en termes de thermorégulation. Donc, quand le corps a chaud, il transpire. Quand tu transpires, tu as des petites gouttelettes qui vont traverser ta peau. Ça t'a pas échappé, hein. Et ces petites gouttelettes, eh bien, l'étape d'après, faut qu'elles partent. Parce que sinon, tu te transformes en espèce de cocotte minute et tu vas cuire intérieurement. Enfin, voilà, tu vas cuire, quoi. Tu as de l'eau qui est sur toi et puis l'eau qui chauffe, tu vas finir par bouillir et c'est là que tu t'as tapé un coup de chaud. Et c'est ça qui est compliqué avec l'humidité, c'est que si l'air est humide, cette eau qui est sur ta peau ne peut pas s'évaporer. Et c'est là où il faut avoir des grandes compétences en thermorégulation, savoir donner à son corps la possibilité de se réguler pour conserver une température avoisinant les 37 degrés. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et si tu n'as pas une acclimatation qui est faite au préalable, eh bien, c'est un point qui peut être très, très, très compliqué. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les athlètes élites, ils vont 15 jours en avance. Alors, tu vas me dire, ouais, mais j'ai pas la possibilité, avec le travail, tout ça. N'empêche que le Grand Raid de La Réunion, c'est pour beaucoup un objectif de vie. Voilà, sauf pour ceux qui y vont tous les ans, mais finalement, ils sont pas nombreux. Et quand on a un objectif comme ça qui est ultra important, c'est avec un voyage associé qui est quand même conséquent, je pense qu'il faut y aller l'année où on peut se dire « Ok, je vais prendre 15 jours avant le trail, aller parcourir les sentiers, aller faire des randonnées, aller faire des petites reconnaissances, aller s'acclimater. » Voilà, je pense que ça vaut le coup pour ce trail-là qui est un objectif de vie. Se dire que cette année-là, oui, mes vacances seront peut-être consacrées à cet événement. Voilà, parce que si on y va en n'étant pas ultra prêt, ultra optimisé, etc., et ben je pense que le regret derrière doit être ultra important. Et finalement, on s'en veut, quoi. Voilà. Donc, pour se préparer, je vous recommande de faire beaucoup d'escaliers, beaucoup de marches rapides dans les côtes, et apprenez aussi à faire monter votre cardio en côte. Sur des pentes qui sont totalement irrégulières parce que c'est très chaotique les chemins de La Réunion. Il faut savoir que si les chemins sont chaotiques, contrairement aux chemins d'alpage comme on peut avoir dans les Alpes, eh bien c'est parce que ce sont pas des chemins que vont emprunter les moutons, les vaches. C'est pas des chemins de transhumance qui sont bien rodés par les animaux. Là-bas, en fait, il n'y a pas ces animaux. Et les seuls endroits où vous allez en avoir, eh bien, les chemins vont être plutôt corrects. Donc, c'est pour ça, en fait, que les chemins sont vraiment... Puis, bon, forcément, c'est une île volcanique avec ces pierres qui vont être assez rudes, assez dures, et qui vont être souvent très instables. Donc, préparez-vous très, très, très bien, très correctement, avec aussi... quelque chose qui va être à gérer, la notion de sommeil, et ça c'est... Alors c'est quelques petits conseils, parce que j'ai fait une conférence sur le sommeil, alors c'est pas moi qui est intervenant, hein, mais les quelques petites recommandations que j'en ai retenues, si je peux résumer le truc qui a duré quand même plus d'une heure, donc là comme ça, c'est déjà quand vous commencez à avoir des hallucinations, c'est de faire une sieste. Absolument, parce que ça devient dangereux pour sa santé, on a une perte de vigilance, on a une perte de lucidité, et quand tu commences à avoir des hallucinations, bon j'ai dû mettre pause parce que mon fils est venu me donner un bonbon pendant que j'étais en train d'enregistrer. Alors du coup, oui, je disais que si vous avez des hallucinations, eh bien il va falloir se reposer, se poser, se faire une sieste, absolument, absolument, absolument. Ne déconnez pas avec ça, ça peut être fatal, il y a quelques endroits où c'est très abrupt, et si vous tombez, c'est fin de l'histoire, quoi. Donc ne déconnez pas avec ça, et ça c'est vrai sur tous les trails. Ensuite,
Euh, N'hésitez pas à faire des siestes régulières. En fait, dès que vous sentez qu'il y a un moment où là vous pourriez vous endormir instantanément, et ben se poser, fermez les yeux, mettez un petit minuteur de 10 minutes et des siestes comme ça. Il faut multiplier les siestes, un petit peu en mode navigateur. Et ça, les navigateurs sont très en avance sur nous. Parce que ils sont habitués à faire comme ça des micro-siestes. Et on doit s'inspirer de leur modèle pour améliorer nos performances. Alors oui, les athlètes de devant, eux, ils font pas du tout de sieste, c'est normal. En 23 heures, c'est bon, quoi, tu peux tenir le tour du cadran. Mais nous, à 35, 40, 50 heures, ça devient compliqué. Donc multipliez comme ça les siestes, augmentez votre vigilance et ça se passera d'autant mieux parce que je te rappelle que bien souvent c'est une défaillance entre guillemets, une perte neurologique qui fait que les signaux du cerveau ne vont plus arriver jusqu'aux muscles plutôt qu'une perte musculaire. C'est ça qui va occasionner une fatigue plus importante que réellement une fatigue des muscles. Donc ayez un cerveau reposé, une sensation de forme, peu de fatigue, vous améliorera forcément votre temps, votre chrono au final, et de fait, vous fera passer un meilleur moment sur les sentiers. Voilà, c'était mes quelques petits conseils sur cette diagonale des fous, cette réunion. En tout cas, moi je vous invite à y aller comme vous voulez, en bateau, en paddle, en char à voile, comme vous voulez, mais en avion aussi ça peut être pas mal. Allez-y, participez à ce grand raid et ce grand raid comme objectif. En tout cas, moi c'est un objectif de vie. Maintenant, j'ai dans mon bureau une carte de la Réunion avec marqué dessus objectif moins de 35 heures avant mes 40 ans. Donc ça veut dire que là, je vais avoir 35 ans là bientôt. Eh bien, dans les 5 ans, je dois avoir fait la diagonale en moins de 35 heures. Pourquoi se placer un objectif de temps ? Parce qu'un objectif d'être juste finisher, ça peut paraître prétentieux, mais je ne pense pas que pour moi, à mon niveau, c'est un objectif réellement ambitieux. C'est-à-dire que je pense être capable de terminer ce grand raid, surtout que la barrière horaire elle est finalement assez large, 66 heures, c'est très accessible. Enfin, toute proportion gardée, évidemment, mais comparé à d'autres ultras comme l'UTMB par exemple, aura des barrières horaires qui seront plus serrées. Pour moi, ça m'aurait pas amené à donner le meilleur de moi-même à l'entraînement si je ne m'étais pas mis cet objectif de temps. Alors, ça peut mettre une pression supplémentaire quand je prendrai le départ, c'est clair. Mais je pense que c'est un travail que j'aurais préparé de façon optimale, contrairement peut-être à d'autres où j'y vais juste comme ça, pour terminer, passer un bon moment, partager. Voilà, là en fait j'irais clairement pour faire un chrono et péter le meilleur de moi-même quoi. Voilà, tu vois déjà quand je te le dis, tu vois, j'ai déjà la hargne, j'ai déjà l'envie, l'envie d'en découdre quoi, tu vois. Il y a un truc qui va se passer quoi. Tu vois, c'est clair, je vais tellement me préparer pour cet événement. Bon après le risque c'est quand tu prépares trop, c'est d'exploser et puis tu vois d'être comme David Hoss, d'être plus dans tes plans et puis de vriller complètement psychologiquement. Mais là pour le coup je pense que la préparation mentale, ça va m'aider à justement pouvoir surmonter ces imprévus. Et là le maître mot en ultra c'est l'adaptation. L'adaptation c'est la compétence qu'un ultra trailer doit avoir pour être capable de faire face à tous les imprévus que tu as, parce que tu en as forcément. Voilà, alors, petit épisode sur la Réunion. J'ai rien d'autre à ajouter, et en tout cas, encore une fois, un grand merci à tous pour votre suivi, que ce soit sur les réseaux, sur ce podcast. J'ai passé un moment fabuleux à faire mes petites interviews et c'est comme ça que je vais clôturer cet épisode avec
toutes les personnes qui ont pris la parole sur le podcast que vous pouvez retrouver en fait en vidéo. Enfin, toutes les personnes qui ont pris la parole sur mes vidéos, je vais vous mettre les audios maintenant à suivre. C'est des audios qui ont eu lieu avant, pendant, après, avec des athlètes élites, des athlètes complètement inconnus, des scientifiques. Bref, vous allez avoir un joli melting pot là de petites interviews que vous pouvez retrouver en vidéo sur Instagram. Très bonne écoute et moi je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Mais l'épisode n'est pas terminé. Allez, je vous laisse avec mes autres invités. Salut! Alors, il y a 2 mois, fin août, j'étais sur le 100 bornes, effectivement. Donc ça a été sur les championnats du monde de 100 km. Donc ça a été compliqué parce que j'ai eu une hernie cervicale avec une grosse névralgie cervico-brachiale, donc qui m'a vraiment handicapé, qui m'empêchait de dormir, qui était vraiment très très douloureuse. Donc ça a été un peu compliqué, j'avoue. Le mois de septembre a été très très difficile. À tel point que quelques semaines avant le Grand Raid, j'étais pas certain de pouvoir participer. Et puis j'ai commencé un protocole de soins qui s'est avéré hyper bénéfique en 3 jours. J'ai pu recourir sans douleur. J'avais même moins de douleur en courant qu'au repos, donc ça a été plutôt positif. Donc j'ai pu me repréparer sur un bloc de 3 semaines là, avant le Grand Raid pour essayer d'arriver le mieux possible. Mais c'est vrai que là, ça a été plus compliqué que ce que je pensais dans l'approche, effectivement. Bien entendu, donc là l'idée c'était d'optimiser pour essayer déjà de pouvoir courir sur le Grand Raid et puis de courir dans les meilleures conditions possibles. C'est mon 5e Grand Raid, donc là effectivement j'ai déjà fait 2 fois 4e, 1 fois 6e, un abandon, j'avais une grosse tendinite. Là j'étais parti initialement sur un podium. Ça va être compliqué vu les circonstances, donc là l'objectif c'est déjà dans un premier temps d'arriver à Saint-Denis, d'arriver à la Redoute, dans un deuxième temps de me faire plaisir sans me blesser et ensuite après sur des objectifs progressifs, si ça se passe super bien, pourquoi pas faire autour de 26 heures, mais avec l'entraînement très chaotique, ça reste quand même vraiment l'incertitude, donc je pense que je verrai tout au long de la course comment ça se passe. Là, si j'ai un mot à 48 heures du départ, pour ceux qui vont prendre le départ, c'est de se reposer déjà, parce qu'on va passer pas mal de temps sans dormir, de se reposer, de profiter des couchers de soleil et de faire le plein d'émotions positives avec ses proches, avec l'environnement, avec ce qu'ils peuvent trouver autour d'eux, de se remémorer les longues heures qu'ils ont passées à l'entraînement pour pouvoir être là aujourd'hui et de préparer leurs affaires bien entendu, et puis de prendre un maximum de plaisir en prévision de cette belle aventure qu'on va tous vivre. Bon, je suis avec Nicolas, directeur de course Zambrocal. Du Zambrocal, oui, membre du comité directeur en fait du comité du Grand Raid. J'ai pris en charge en fait cette course cette année pour lui donner une dimension aussi culturelle, parce que c'est une épreuve qui mérite d'être connue. Et là, c'est pas la performance intrinsèque qui est important, c'est l'esprit de solidarité. Et qui dit Zambrocal, c'est un mélange en fait de cultures. Et pour moi, le Zambrocal, c'est la mosaïque des cultures au sein d'une activité sportive. Et quelle est ton histoire avec le Grand Raid depuis le début? Comment est-ce que tu l'as vu naître et grandir? Alors, le Grand Raid, c'est-à-dire l'épopée, c'est-à-dire la genèse de tout ça, c'est en 1989. Ça s'appelait la marche des cimes. À l'époque, quand j'ai vu ça, j'ai dit, qu'est-ce que c'est en fait cette activité? On s'est pris au jeu et j'ai commencé ma première épreuve en 90. J'en ai fait 15 fois en fait le Grand Raid en tant que compétiteur. Ensuite, j'ai basculé en tant qu'organisateur en 2007 et en 2006 au sein du comité du Grand Raid. Ensuite, j'ai continué en fait l'épopée 15 fois. On a sillonné un petit peu la zone de l'océan Indien, on a couru même en métropole. Et depuis l'année dernière, j'ai repris en fait au sein du comité directeur cette responsabilité de piloter et de donner une autre dimension à cette épreuve en fait collective. Alors quand on discutait un petit peu, tu me parlais d'un concept un petit peu novateur de bénévoles qui ne sont pas que des bénévoles. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, effectivement, c'est-à-dire donc cette année, je voulais donner quand même une connotation locale à cette mission qui est le bénévole. Parce que le bénévole, on entend à droite, à gauche, et le bénévole, ça dépasse en fait le don de soi. Le bénévole, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez confier votre destinée, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va vous prendre en charge du début à la fin, qui va vous assister, va vous accompagner, va vous guider et ensuite va vous insuffler l'énergie nécessaire pour que vous puissiez suivre en fait le parcours que vous êtes prédestiné. Donc le bénévole, en dehors de la cellule familiale, c'est quelqu'un qui va pas
se payer, en fait, dans une mission. Et quand vous les voyez, ce sont des gens qui font don de soi. Le don de soi au sens le plus large du mot. Alors, Dallon au féminin, Dallon au masculin. Et c'est cette année le grand slogan pour nous, les Dallon et les Dallons vous accompagnent à la recherche du Graal. Et le Graal, c'est quoi? C'est la médaille en fait de cette épreuve au stade de la Haute. Eh ben, bravo, moi je trouve que c'est un concept qui est vraiment hyper intéressant et dont beaucoup d'organisateurs devraient peut-être s'inspirer. Comment est-ce que le Grand Raid va évoluer selon toi? Donc le Grand Raid, c'est-à-dire on ne voulait pas changer, c'est-à-dire le concept qu'on a actuellement, c'est-à-dire c'est toujours le don de soi, rester dans le giron associatif, pas basculer sur le plan en fait structure commerciale, parce que si on tombe sur la structure commerciale, on ne pourra pas donner cette dimension philosophique, parce qu'on sera beaucoup plus dans ce qu'on appelle le profit, mais on sera plus en fait dans le don de soi. C'est-à-dire, vous savez, une association, c'est un but non lucratif, et je voudrais qu'on reste toujours dans cette structure, dans cette philosophie, c'est-à-dire c'est le don de soi, mais on n'est pas là pour faire du pognon, on n'est pas là pour faire quoi que ce soit. Et quand vous voyez toutes ces personnes-là, ils sont vachement heureux d'être là. Ils vont passer 4 jours, ils vont passer 5 jours, et ça, c'est pas uniquement, en fait, les Dallons et Dallonnes qui sont là sur cette épreuve-là, pour une période bien déterminée, mais c'est la Réunion en entière qui vibre à travers cette épreuve. Vous pouvez passer dans n'importe quel coin de l'île, vous verrez ces personnes. L'économie s'arrête et tout le monde vibre au son en fait de cette épreuve. Eh ben, merci beaucoup Nicolas, en tout cas vous avez créé un très bel événement, bravo. Eh ben, je vous remercie, c'est-à-dire ce que je vous demande, c'est-à-dire vous de passage ici. Soyez nos ambassadrices et nos ambassadeurs de cette culture arc-en-ciel au sein de l'Hexagone. Parce que ça aurait été bien si qu'on puisse avoir quand même une dimension universelle par rapport à ce qu'on véhicule comme valeur. Je te mets 2 mètres de haut dans un ravin. La tête est passée à ça, je atterris sur un rocher. La tête est passée à ça et l'impact il est à ça de la colonne vertébrale, donc je suis content de pas être tétraplégique là-dessus. Nom de Dieu. Je voulais abandonner là, mais bon, non. Et la côte? La côte ça va. Ça fait mal, mais ça par rapport à ça. Ça je peux plus courir. C'est un peu bancal, ouais. Je peux plus courir, ça fait 20 bandes que je marche. Ça va aller au bout? Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée de se lancer dans ma fat comme ça. On va voir. Ça va être drôle. Ouais. Putain, il faut que j'arrive avant dimanche 3h du mat. Si je veux boire des bières avec ma meuf. Ça c'est un bon leitmotiv ça. Ah putain. Il y a que ça qui va me faire avancer je pense. Allez. Merci. Courage, frérot. Ciao. Ciao. Cette nouvelle diagonale, comment est-ce que tu vas l'aborder? Ouais, bonjour. Eh ben, comme je te disais tout à l'heure, c'est un peu mon fief ici, mon île. Alors, j'habite plus depuis longtemps, hein, mais c'était mon premier boulot. J'ai souvenir ici, je suis venu il y a très longtemps, en 89. C'était le tout début de l'histoire du Grand Raid. Avant, ça s'appelait Marche des Cimes, puis Grand Traversée. Et moi, pour le boulot, j'ai eu mon premier job ici comme journaliste sportif, déjà dans la course à pied. Et c'était à La Réunion en 89, tu vois, ça remonte pas. Et après, soit pour courir, soit pour couvrir comme journaliste, j'en ai pas raté, j'en ai fait, au départ j'ai dû en faire 7 ou 8 grands raids, 2 ou 3 petites qui s'appelaient le semi-raid à l'époque. Et comme journaliste, j'ai dû en faire 20-25 peut-être en tout quoi. Donc non, c'est vraiment mon épreuve, celle que j'adore, quoi. Je connais le sentier par cœur. Ouais, donc beaucoup d'émotions pour toi de venir sur cette 30e. Ouais, alors après, bon là je suis un peu dans le vif parce qu'on est arrivé hier. Mais là, tu sais, quand ils ont présenté tout à l'heure à la conférence, ils ont présenté tous les anciens vainqueurs. Ah, ça fait quelque chose quand même. Plein de gens que je connais depuis longtemps d'avant. Et ceux qui restent, ceux qui sont là aujourd'hui, quoi. Et c'est vraiment quelque chose. C'est vrai que c'est là où tu te dis, cette épreuve a pris une dimension tellement énorme depuis le tout début où c'était, le trail n'existait pas même en métropole. Hein, le nom n'existait pas. Et de revoir les gens comme ça, tu vois toute l'histoire qui a été faite, tout ce qui s'est écrit depuis, c'est immense. À quoi tu vas penser quand tu vas être dans le dur et que ça va devenir vraiment difficile de mettre un pied devant le fond? Ouais, alors après moi au niveau coureur, sur cette édition particulière, alors je voulais absolument la faire parce que c'est la 30e. Donc je me suis inscrit très tôt avec le package et tout, donc j'étais assuré de venir. Sauf que depuis j'ai un petit problème, alors c'est pas grave, hein, mais au tendon d'Achille. Et j'ai voulu cet été trop tirer dessus et en fait j'étais obligé en septembre j'ai rien fait du tout, j'ai essayé de guérir avec un de choc et tout. Donc après bon c'est pas très grave parce que je suis pas au niveau, donc c'est vraiment à mon niveau. Mais j'ai gardé le dossard, donc je me suis dit prends le départ quand même si je sais que le tendon va tirer. Donc tu vois c'est vraiment pas dans l'optique, je vais essayer de le faire
pas marchand, mais c'est le moins me tirer sur le tendon possible et essayer d'aller le plus loin possible. Mais il n'y a vraiment pas d'objectif, vraiment pas de, tu vois, je vais pas dans la souffrance, je pense. Je vais être, si ça passe au tendon, je vais le plus loin possible. Si ça passe pas, bah, tant pis, quoi, voilà. Mais je voulais vivre le départ du 30e, voilà, c'est surtout ça, quoi. Barclay ou Diagonale? Ah ouais, là c'est très dur parce que à la Barclay, comme ça m'a touché ces dernières années, alors ça m'a un peu changé la vie les 10 dernières années. C'est devenu un peu une obsession quelque part. Et dans le Grand Raid, c'est toute ma vie, puisque tu as vu, comme je t'ai expliqué, j'étais là depuis le tout début quand j'étais tout jeune, et Lille, voilà. Donc entre les deux, il y a un côté c'est ma vie, et l'autre, l'autre c'est tellement inédit, différent, extrême que, bah, tu vois, c'est très dur de choisir entre les deux. Je dirais Grand Raid parce que ça prend plus d'impact sur ma vie, tu vois, sur une grande partie de ma vie, quoi, pour dire 35 ans quand même. Tandis que la Barclay c'est plus 7-8 ans, donc c'est un peu plus récent, mais voilà. Okay. Je n'ai pas vraiment répondu, mais... Diagonale, une nouvelle fois, comment tu le sens? Ah ben, c'est troisième participation. Ah ben, après, c'est tellement énorme en fait. J'ai couru, alors j'ai pas pu m'empêcher de faire des belles séances. Je suis arrivé quand même il y a une semaine, donc c'est confort hein, par rapport à certains coureurs. Donc j'ai pu faire 2-3 séances de 2-3 heures comme ça dans ma fat, etc. Et c'est tellement beau quand tu prends le temps de regarder et tout. En plus, tu as des gens comme Pascal Blanc qui te racontent un peu la faune, la flore, le relief et tout. C'était génial. Donc après, moi, je me projette sur la course forcément. Hein, Mais après, voilà, moi je fais partie des gens qui vont courir un petit peu derrière. Donc voilà, je vais gérer ma course et essayer de faire le mieux. Et si j'arrive à faire une performance similaire à 2016, en termes de temps, je serai très très content. Quoi. Ouais, voilà, donc, il y a une question que j'aime bien poser, c'est de savoir à quoi tu as pensé quand ça allait un peu moins bien. Alors moi j'ai un mot qui je pense correspond très très bien à la Diag, c'est la patience. En fait, je me suis aperçu que là, courir ici, j'avais grand plaisir à monter en fait, et puis les descentes sont assez longues, un petit peu casse-pattes pour nous qui sommes un peu habitués à courir des descentes moins aménagées. Enfin, c'est relatif à ce que je dis, hein, mais par exemple, si on prend la descente qui va à Sillaos, il y a beaucoup d'escaliers, et ça, j'y suis pas très habitué. Donc après, il va falloir que je sois patient dans toutes ces zones-là, en essayant de profiter au mieux de ces moments-là où en fait c'est quand même assez rébarbatif, donc on s'attape, voilà. Donc il va falloir arriver en bas des descentes avec encore de l'envie et tout ça. Donc voilà, j'ai un peu d'appréhension par rapport à ça. Est-ce que je pourrais être suffisamment patient pour apprécier tout ça? Mais le reste, ça me fait pas de soucis, ça me pose pas de problème, ça devrait jouer, quoi. Toi qui es un habitué des longues distances, la patience tu dois l'avoir. Oui, mais je m'aperçois que dans certaines situations, je manque un peu de patience parce que j'aimerais aller plus vite. Et en fait, c'est une bêtise. Hein. On sait très bien que faire des descentes rapides, c'est pas forcément la bonne idée pour durer dans un ultra. Donc en fait, sur la Diag, on a vraiment intérêt d'être patient pour pouvoir enchaîner, monter, descente et durer et arriver à la Redoute dans un état relativement bon, quoi. Si on peut parler comme ça. Favori sur la course, comment tu le sens? Non, je crois pas favori. Non, on est quand même 8-10 athlètes à se valoir. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes à mon niveau. Mais non, je pense que voilà, on s'est tous bien entraînés, on s'est tous préparés dur. Va falloir de la réussite, c'est ce que je répète. Il y a 3 ans, ça avait mal tourné pour moi. J'étais préparé. J'avais pas remporté la course, donc voilà, je pars vraiment avec beaucoup d'humilité. Et le premier objectif, ça sera vraiment de finir la course. C'est déjà une première victoire, et puis ensuite donner le maximum, et puis c'est de bien figurer. Et mon objectif, c'est un podium, ça serait beau, ça serait mieux que 6e, ce qui était mon premier résultat sur le Grand Raid. J'aimerais laisser cette expérience derrière moi, ce résultat, et l'améliorer. Donc voilà, je pars pour ça, et mieux si ça doit bien tourner. À quoi tu vas penser quand tu seras dans le dur?
Je vais penser à mon garçon, à mon dernier fils qui a beaucoup de passages difficiles ces dernières années. Il a 2 ans et demi, il se met tout juste à marcher depuis hier. Donc je vais penser à lui, je vais penser à toutes ces heures d'entraînement dans les chemins, toutes les personnes qui m'aident. Et puis je compte beaucoup sur le soutien des Réunionnais pour me porter quand ce sera dur. Et voilà, avec ce petit supplément d'âme qui, j'espère, fera la différence. Voilà, merci, c'est moi. Eh oui. Déjà avec beaucoup d'envie. Je suis super pressée. Voilà, pour moi c'était important de revenir après ce qui s'est passé l'an dernier. C'est ma petite revanche perso. Donc je vais essayer de pas tomber. Et puis j'ai envie de me faire plus plaisir dans ma fat. L'an dernier, ça a été beaucoup de souffrance dans l'endroit que j'attendais tant. Ma fat, voilà, c'est la partie du parcours que je préfère. Donc voilà, objectif, réussir à souffrir normalement, on va dire, et pas voilà serrer les dents pour les mauvaises raisons. Alors moi je pense à plein de choses et parfois à rien. C'est un peu contradictoire. Du coup je vais penser à tous ces moments de l'an dernier et je vais me dire t'as tellement souffert l'an dernier que là tu souffres forcément moins. Et puis je pense beaucoup aussi à tous ces gens qui aimeraient peut-être être à notre place. Et on a quand même la chance d'être en bonne santé, de pouvoir avoir nos jambes qui nous font faire cette grande balade, même si on met pas forcément le temps qu'on aurait espéré. On a quand même la chance de prendre le départ et d'aller jusqu'à l'arrivée. Donc voilà, à mes proches, tous ces gens qui sont sur le parcours, qui nous encouragent, ça nous porte vachement en fait. Clairement, ils nous disent qu'on les fait vibrer, mais eux ils nous font aussi vibrer, tous ces gens qui sont sur le parcours. Il y a des gens qui vont faire des nuits blanches pour mon assistance, qui va nous suivre. Voilà, en fait, toutes ces ondes positives et toute cette énergie autour de nous, ça nous remplit, ça va m'aider à avancer. En fait, c'est un sport solitaire, mais tu vas partager. Exactement, ouais. Et en même temps, c'est agréable de se retrouver seul parfois, parce que la vie aujourd'hui est en mouvement tout le temps, on est tout le temps, et quelque part, il me tarde de me retrouver seule dans la nature, comme sortie de ma vie quotidienne, tu vois, et avoir comme le temps qui s'arrête. C'est un moment particulier avec soi, en fait, et j'adore ce moment-là aussi. Donc, il y a le contraste avec les deux, quoi. Soi et avec les autres quand tu retrouves du monde. Comment est-ce que tu vis justement cette organisation qui est mise en place autour de toi et autour de moi, je m'en détache. Il y a une médiatisation générale autour de beaucoup de coureurs. C'est normal parce que la course est populaire. Il y a énormément de gens qui vibrent sur l'île pour cette course. C'est que du positif en fait. Pour moi, il y a zéro pression. Enfin, en tout cas, je m'en détache. Et je relativise. Je me dis que ça se passe pas bien, c'est pas grave. Ça reste une course. On joue pas nos vies. Moi, je veux juste ne pas me blesser, ne pas me faire mal. Et ce que je souhaite à tous les coureurs, on sait qu'il y a eu des accidents graves sur cette course et sur d'autres. Donc aujourd'hui, il faut se dire, voilà, c'est pas grave si on réussit pas. Et tous ces gens autour qui nous soutiennent et les médias qui suivent, c'est très bien, ça fait vivre l'île, ça fait parler de notre sport. On fait un beau sport et il y a une belle communauté autour de notre sport et je trouve ça très bien. Merci beaucoup. Favori sur la Mascareignes, comment tu la sens cette course? Favori, ouais, c'est un bien grand mot, hein. Je sais pas où ils ont été trouver ça. Non, mais je vais ici pour découvrir, redécouvrir certaines parties de l'île. Et voilà, après on verra bien, c'est l'aventure. Moi je suis pas du tout habitué à ce genre de format, c'est plutôt kilomètre vertical. Donc là, plus de 10 heures d'effort, ça va être c'est de l'aventure. Mais voilà, c'est profiter, passer du temps sur les sentiers ici. Et voilà, on vient pas du tout pour, je viens pas du tout pour un résultat, quoi. À quoi tu vas penser quand tu vas être dans le sud? Ah, c'est Stéphane Brunière qui dit souvent sa cause noble personnelle, donc je pense que j'en ai une. Après c'est presque trop personnel pour la divulguer, mais voilà. Après on se rattache forcément à des choses assez intimes, personnelles, et puis même au-delà de ça, simplement le bonheur d'être là, la chance incroyable de pouvoir faire un parcours aussi beau sur ses deux jambes. C'est du luxe en fait, hein, donc c'est que du plaisir. Après il y aura des moments où ça sera dur, mais faut pas oublier que c'est une sacrée chance en fait de pouvoir le faire et que ça reste du sport, quoi. Comment t'as trouvé les Réunionnais depuis que t'es là?
Oh bah c'est incroyable, hein, l'accueil est fabuleux. On m'avait dit que le plus dur c'était la remise des dossards et je veux bien le croire parce qu'il y a une queue interminable. Et non, bah, l'accueil est incroyable, fantastique. Puis on m'a dit aussi beaucoup de bien des gens dans les îlets, dans Mafat, etc. sur leur encouragement, etc. Donc j'ai hâte de voir ça et de vivre vraiment l'expérience Grand Raid de l'intérieur, on va dire, quoi. Et est-ce que tu comptes sur la communauté des Genoux dans le Gif pour te soutenir et te pousser Alors, à aller jusqu'au bout? Alors j'ai pas fait le malin, donc je l'ai dit à personne. En général, je suis plutôt dans l'ombre et caché, donc non, là c'est personnellement, voilà, j'attends rien du tout de la communauté. Je vais essayer de faire mon truc, mais je vais essayer surtout de pas faire de gestes techniques dans Mafat, donc d'entorse ou des choses comme ça. Je vais essayer de rester le plus propre possible, et puis surtout s'il y a des photos, j'ai pas envie que je me retrouve moi-même dans ce que je dénonce ou dans ce que je peux caricaturer parfois. Ce serait quand même terrible, quoi. Le défi après cet ultra trail du Mont Blanc qui a été un succès, comment est-ce que tu vas le gérer et comment est-ce que ça va se passer cet aspect relais? Alors c'est sûr que c'est un nouveau défi, mais c'est pas un défi extrême pour moi. Je m'entraîne pour des ultra trails. Là je suis sur le relais Zambrocal. On est 4 à parcourir entre 30 et 40 km. Donc là le défi pour moi cette année c'était de coacher mon équipe. On est 4 et les 3 autres ne sont absolument pas coureurs de trail. Et ils viennent s'essayer sur une des courses les plus dures du monde où les chevilles vont être mises à rude épreuve. Ils s'inquiètent beaucoup, donc je les ai coachés un petit peu comment ça va se passer mentalement, comment il va falloir qu'ils se nourrissent, comment il va falloir qu'ils courent, parce qu'on va en équipe et l'idée c'est que les 4 arrivent. Si un des 4 se fait mal, l'équipe s'arrête. Donc c'est ça le défi cette année, c'est d'arriver à 4. Et évidemment, moi sur ma portion, je donnerai le meilleur de moi-même pour grappiller le max de temps. C'est quoi les plus fortes inquiétudes que tu as relevées? Alors l'équipe, le but c'est de ne pas les faire un podium, hein. C'est une initiation au trail. Voilà, là ça fait quand même 3 mois qu'on sait qu'on va faire cette aventure. On a créé un groupe WhatsApp avec la team Koh-Lanta depuis 3 mois et ça se chambre et tout le monde on se partage nos Strava privés, nos vidéos, nos entraînements. Il y a quand même eu une belle inertie qui s'est fait autour du groupe. On s'est fédéré autour de ce projet. Et ce qui était le plus important, c'est qu'ils arrivent là aujourd'hui à la veille de la course, ultra motivés de faire la course, et c'est le cas. Donc les étoiles sont alignées pour qu'on s'éclate. Ouais, bah écoute, je te souhaite une belle course. Merci, on se reverra à l'arrivée avec toute cette team, on espère entier, mais j'en doute, on verra. C'est ça qui est drôle aussi dans le trail. Merci Mathieu. Bon, je suis avec Anthony, Anthony Le Goff. Comment ça se passe pour toi? Bah écoute, c'est compliqué. Enfin compliqué, j'ai la tête pour aller au bout, mais je la trouve beaucoup plus dur que la dernière fois que je l'avais faite. Je sais pas, peut-être l'humidité pendant les 2 nuits qu'on a eues là, et puis la chaleur aujourd'hui, j'ai pas apprécié le cap. Mais bon, sinon ça va, hein, pas de gros bobos, un petit peu d'ampoule et tout, mais rien de grave. Là, t'es à Dodane, pardon. Dans combien de temps l'arrivée à ton avis? Moi, j'ai dit, je pense que je serai dans les 52 heures, quoi. Donc dans 12 heures. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur là pour l'instant? Qu'est-ce que j'ai trouvé le plus dur? Pour moi, c'est à chaque fois arriver à chaque gravito. J'ai trouvé que c'était super long. On s'attend à les trouver tout de suite quand on sort d'un cirque ou autre. Et il faut faire des kilomètres et des kilomètres avant de trouver les ravitaux. Et ça, c'est usant pour la tête. Mais autrement, je savais où je venais. Enfin, quoique j'avais oublié un petit peu les montées, les descentes. Mais je savais quand même où je venais. Ouais. Bretagne, avantage ou inconvénient pour venir faire ce grand raid? Pour moi, avantage. Pour moi, avantage. Et déjà un avantage parce qu'on est applaudi avec tout le monde. Toute la Bretagne, les Bretons sont bien vus partout, donc ça c'est bien. Et un avantage parce qu'on a l'habitude, nous, d'avoir beaucoup de relance et de rien lâcher. Et c'est ce qui nous permet de grimper malgré tout. Ouais. Eh ben écoute, bonne fin de course à toi. T'as survécu? Ça y est, c'est fait. Je peux valider la case de la diagonale des fous. Bon alors tu viens d'où et comment est-ce que tu as préparé cette diagonale? Je viens de la presqu'île de Crozon, donc j'ai beaucoup travaillé sur le GR34, notamment entre Crozon et Morgat et le Cap de la Chèvre. On est aussi parti 3-4 jours vers Toulon. On a fait des sorties au niveau des gorges du Verdon pour trouver du dénivelé, enfin surtout des côtes longues. Donc voilà, puis on est parti aussi au mois de juin à faire un trail en montagne à Samoa. Et alors qu'est-ce que tu as trouvé de difficile sur cette diagonale? J'ai trouvé leur sentier plein de cailloux très dur. Je ne sais pas courir sur les cailloux et je me suis fait doubler énormément dans les descentes qui avaient des cailloux.
Et est-ce que là tout de suite, là, tu viens d'arriver, tu te dis l'année prochaine, pourquoi pas revenir? Ouais, je pense qu'il y a aussi plein de belles courses à faire ailleurs. Maintenant, à réfléchir, mais j'aimerais bien plutôt aller voir ailleurs aussi, voir ce qui se fait ailleurs. Et qu'est-ce qui te ferait revenir? L'ambiance. L'ambiance était magique, que ce soit au départ, mais sur tout le long de la course. Les gens sont très très gentils. Vraiment l'ambiance, j'ai trouvé ça magnifique. Et alors à tous les Bretons, je pose la même question. À ton avis, Breton, avantage ou inconvénient pour être finisher du Grand Raid? Alors avantage, parce que la première nuit, il pleuvait. Ils étaient tous camouflés. Moi j'avais juste ma petite veste. Et pareil le lendemain dans ma fat, il pleuvait. Nous, ça nous a pas posé de soucis. Bah écoute, bonne récup à toi et puis à la prochaine en Bretagne. Et ben merci et on se voit sur les routes de la presqu'île. Avec plaisir. Je suis avec Robin, le chef de poste de Dodane. Alors comment ça se passe ici, Robin? Hello, merci d'interviewer François. Alors nous ça se passe super bien, donc on est là depuis jeudi. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, c'est bon. Je suis là depuis jeudi soir. Donc principalement on accueille les coureurs du Grand Raid et on pointe les coureurs de la Zambrocal, le relais trail Zambrocal, et on pointe les 4 courses. Donc là on a terminé la Mascarène hier. Et le relais Zambrocal à minuit 45, fermeture du poste sur Dodane. Et là on est sur le pointage de la course de la Diagonale des Fous et du Trail de Bourbon. Comment ils arrivent là, les coureurs jusqu'ici là, vous les voyez un peu frais? Comment ils sont là? Alors ça dépend, il y en a qui ont pu se reposer à 2 bras, ils arrivent super frais. Il y a des gars qui sont super bien préparés, ils sont encore archi frais. Il y en a d'autres qui ont eu des petits bobos de course, donc ils sont un peu sur les rotules, mais surtout moi ce que je retiens c'est qu'ils gardent le sourire. Ils sont super contents d'avoir franchi ce mur de Dodane. Voilà, c'est une étape pour eux, j'ai l'impression d'avoir réussi à sortir de ma fat ici. Qu'est-ce qu'ils vous disent et combien est-ce que vous êtes à gérer ce poste-là en totalité? Alors, ce qu'ils nous disent les coureurs, c'est ça? Ah ben eux ils sont contents de nous voir, ils sont heureux, ils ont le sourire, ils disent merci d'être là, merci de contribuer au succès de cette course magnifique. Enfin après il y a plusieurs courses, il y a le Grand Raid, la Mascale, le Trail de Bourbon, la Diagonale des Fous et le Zambo, donc ils sont super contents. Et du coup nous le staff, les Dallons et Dallonnes, surtout comme on dit ici en interne sur le poste de Dodane, nous sommes tous des Dallons et Dallonnes. Ils sont heureux de participer, de mettre d'apporter leur grain de sel à cette belle événement. On est tous contents et là il y a des coureurs qui descendent. Là on a Anthony justement et Julien. Ils sont en pleine forme, voilà. Là, ils sont en pleine forme et donc, ils ont franchi le mur. Ils sont très contents d'avoir franchi le mur et là ça va être toboggan jusqu'à Chemin des Anglais. Après Chemin des Anglais un peu plus compliqué, qu'on a passé Grande Chaloupe pour monter Colorado et descendre sur la Redoute après, terminer, récupérer sa médaille. Et alors du coup vous êtes combien à gérer cet endroit de passage? Alors on est donc le soir nous sommes aux 14 le soir et en longueur de journée il y a l'équivalent de 37 Dallons et Dallonnes qui sont sur le poste de Dodane. Alors si vous voulez savoir qu'est-ce qu'un Dallon et Dallonne, eh bien j'ai reçu Nicolas qui est directeur de course du Zambrocal et qui vous expliquera ce que c'est dans une autre vidéo. Merci beaucoup Robin et puis bonne continuation à toi. Tu es là jusqu'à quand là? Merci François de prendre le temps sur toi de venir nous voir, d'être là, d'être présent, de courir avec les premiers. Je t'ai vu hier courir avec les premiers, on a eu l'occasion de courir avec les premiers du Grand Raid. Donc merci aussi à ton entreprise et à toi de prendre du temps et de venir sur ces types d'événements. Moi je suis là jusqu'à dimanche 5h du matin. Donc on va fermer la barrière horaire fermer le poste à la barrière horaire du Trail de Bourbon. Et ensuite, on va ranger le site, préparer le site pour qu'il soit opérationnel demain et qu'il se retrouve à être gîte pour les vacanciers qui veulent passer du temps, un bon temps sur Dodane. Voilà. Eh ben, merci beaucoup et puis bonne fin d'événement. Merci beaucoup François, ça marche. À l'année prochaine. Avec plaisir. Ciao. Diagonale, enchaînement avec UTMB. Comment tu vas la vie cette course? Alors, demi-enchaînement, j'ai envie de dire, puisque j'ai fait un demi-UTMB. Et du coup, je pense que j'ai demi-récupéré. Non, ça va, j'ai bien récupéré.
comment je la pense, comment je la sens cette course, longue, dure, ça va être une aventure. Voilà, il faut pas s'affoler, mais je pense que la météo a l'air sympa, pas trop chaud, pas trop froid. Donc, À quoi tu vas penser quand tu vas être dans le dur? Oula, ça dépendra du moment, ça dépendra de l'état des jambes, de l'état de la tête. J'ai plusieurs schémas mentaux généralement que j'adapte au fur et à mesure. Je pense que la clé c'est un peu l'adaptation et ce qu'on peut trouver comme ressources sur le moment, mais oui j'ai des petits leviers personnels on va dire que je peux activer. Les Lyonnais là depuis que t'es là, tu les trouves comment? Chaleureux, accueillants? Ouais, chaleureux, accueillant, zen. J'aime bien un peu cet esprit zen. C'est la première fois que sur l'autoroute en fait je vois qu'il y a écrit 110 et que les gens ils roulent à 80-90. Je me dis en fait il y a un problème, mais non en fait ils ont le temps quoi, tranquille. J'aime bien les gens qui prennent le temps, c'est cool. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette diagonale? Eh ben écoute, déjà je suis super content parce que cette année j'ai pas été très souvent au départ sur la ligne de départ en pleine santé et là c'est le cas. Du coup rien que ça, je suis assez content quoi. Podium, voilà. Là franchement j'ai envie de dire on verra au fur et à mesure de la course. Je pense que c'est plutôt une course qui se fait envers l'arrière entre guillemets. Voilà, ça saute un peu au fur et à mesure de la course et je pense qu'il faut penser à une place aux 2 tiers de course et puis rester bien sur ses allures, son feeling avant quoi. Les prochaines Grand Raid du Finistère, objectif? Oui, bien sûr, ouais. Je sais plus quand c'est. Septembre, voilà, exactement, ouais. Tout à fait. Le 120, c'est ça. Hein. 166. Voilà, 166. Ouais. Franchement, si tu me dégotes 1 ou 2 phoques, j'adore les phoques, pour aller les caresser et tout, ça peut m'intéresser, ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt!